Le matin s'installe à l'institut avec une lenteur trompeuse, comme si les murs eux-mêmes tentaient de retenir leur souffle. Dans les cuisines du Doubla, l'acier des plans de travail renvoie une lumière froide, presque clinique, qui contraste avec la chaleur nerveuse qui s'agite sous la peau d'Anouk. Elle avance mécaniquement, ses gestes précis trahissant une volonté farouche de normalité. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose s'est fissuré, une ligne invisible qui sépare l'avant de l'après. Depuis l'aube, elle évite le regard de Lou, non par distance, mais par peur d'y lire la même inquiétude qui la ronge. Lou, lui, s'efforce d'ancrer son esprit dans le concret. Il parle de texture, de cuisson, de cohérence de carte, comme on s'agrippe à une rambarde au bord du vide. Lorsqu'Anouk murmure qu'elle aurait dû arrêter, qu'elle aurait dû dire non, sa voix se brise à peine, mais l'aveu pèse lourd. Il la rassure sans emphase, rappelant qu'il était consentant, que rien n'a été arraché. Ce sont des mots simples, posés avec douceur, mais ils ne suffisent pas à dissiper l'ombre qui s'étire entre eux. Ils conviennent de se taire, de concentrer toute leur énergie sur la création. La cuisine, encore et toujours, comme refuge. Pourtant, le refuge tremble. À mesure que les plats prennent forme, Anouk sent sur elle un regard qu'elle n'identifie pas, une présence diffuse qui la suit jusque dans les couloirs. Le malaise s'intensifie quand Bianca, incapable de contenir sa frustration, explose en plein cours. Sa colère claque comme un fouet, accusant Anouk de traiter Lou différemment, d'accorder des faveurs. Les mots fusent, désordonnés, et la classe se fige. Anouk reste droite, mais son cœur cogne. Elle comprend que le vernis se craquelle, que le moindre faux pas peut devenir une preuve, une arme. Dans ce chaos silencieux, Anaïs arrive pour la dégustation. Son palais est réputé, son jugement redouté. Elle goûte, observe, réfléchit. Puis son visage s'ouvre, sincèrement impressionné. Les propositions sont justes, audacieuses sans être prétentieuses. La nouvelle carte promet d'être un tournant. Ce succès devrait réjouir Anouk et Lou, mais il résonne comme une ironie cruelle. La reconnaissance professionnelle surgit au moment précis où leur équilibre personnel vacille. La réussite n'apaise pas la peur, elle la rend plus visible encore. À l'écart, Lou surprend Joséphine au comptoir de Jude. Elle tient son verre comme on s'accroche à un souvenir, le regard perdu. Fleur est là, attentive, solide, mais impuissante face à la peine qui s'incruste. Joséphine souffre encore, et chaque rire forcé sonne faux. Lou détourne les yeux, conscient d'être la cause d'une douleur qu'il ne sait réparer. Le monde semble rétrécir autour de lui, l'obligeant à mesurer l'onde de choc de ses choix. Puis vient l'instant qui fait basculer la journée. Dans le vestiaire, Anouk ouvre son casier. Le cliquetis métallique se transforme en pluie sourde, des dizaines de préservatifs roulent au sol, accompagnés d'un smiley tracé à la va-vite. Le sang quitte son visage. Elle ramasse tout en hâte, le cœur au bord des lèvres, guettant le moindre pas dans le couloir. Ce n'est pas une plaisanterie anodine, c'est un message. Quelqu'un sait, quelqu'un joue. Le geste est calculé, humiliant, pensé pour semer la panique. Anouk rejoint Lou, tremblante, et lui montre ce qu'elle a trouvé. Les mots manquent. Il cherche une explication rationnelle, parle de prank, d'élèves mal intentionnés. Mais au fond, une certitude s'impose, ce n'est que le début. Le malaise se densifie, s'insinue dans chaque silence. Ils ignorent encore à quel point l'étau va se resserrer, mais déjà, une peur commune les lie, plus forte que les non-dits. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, la vie continue, indifférente. Les rires, les ordres, les pas pressés dessinent une normalité cruelle. Anouk et Lou avancent dans ce décor familier comme sur un fil, conscients que la chute n'est plus une hypothèse abstraite. Quelqu'un observe, quelqu'un attend. Et dans cette attente, le pire semble désormais possible. Dans les couloirs de l'institut, le bruit familier des pas et des conversations semble soudain trop fort, presque agressif. Anouk avance en retenant sa respiration, comme si chaque regard pouvait se transformer en accusation muette. L'incident du casier continue de tourner dans sa tête, image obsédante d'un piège grossier mais terriblement efficace. Elle a beau se répéter que personne ne l'a vu, que tout est rentré dans l'ordre, son corps refuse d'y croire. La peur s'accroche, tenace, et transforme la moindre ombre en menace potentielle. Lou, de son côté, tente d'adopter une attitude rassurante, presque détachée. Il parle plus que d'habitude, comble les silences par des détails techniques, comme si la parole pouvait éloigner le danger. Mais lorsqu'Anouk lui confie à voix basse qu'elle a eu l'impression d'être observée, il sent son propre calme vaciller. Il comprend que ce qu'ils vivent n'est plus une simple erreur intime, mais le début d'un jeu malsain où quelqu'un tire les ficelles. Cette certitude les rapproche autant qu'elle les isole du reste du monde. Dans un autre registre, Carla poursuit son entreprise de provocation avec une précision presque théâtrale.
Face à Constance, elle déroule la liste de ses exigences avec un sérieux exagéré. Horaire de salle de bain imposé, petit déjeuner personnalisé, cintre en bois de cèdre pour protéger ses pulls en cachemire. Chaque phrase est une pique soigneusement calculée. Constance, d'abord incrédule, se fige, choquée par tant d'aplomb. Carla ne cherche pas réellement à obtenir satisfaction. Elle veut provoquer le refus, créer l'inconfort nécessaire pour déplacer le problème ailleurs. Lorsque Constance annonce qu'elle va appeler Bérénice, Carla esquisse un sourire à peine visible. Le plan fonctionne. Bérénice, au téléphone, comprend immédiatement la manœuvre. Elle rassure sa sœur, minimisant l'épisode, mais au fond d'elle, l'agacement monte. Elle voit dans cette mise en scène une immaturité blessante, une façon détournée de manipuler les adultes pour servir un caprice. Le malaise s'installe entre les deux jeunes femmes, rendant chaque discussion plus tendue. À l'hôtel Jourdain, l'ambiance n'est guère plus sereine. Milan accumule les maladresses comme s'il cherchait inconsciemment à se saborder. Sous l'œil attentif de Tom, il tente de servir un petit déjeuner en chambre, mais ses mots trébuchent, son attitude manque de naturel. Tom, pragmatique, lui suggère de se glisser dans la peau d'un personnage distingué, quelqu'un qui aurait grandi dans un pavillon, loin de toute familiarité déplacée. Milan essaie, maladroitement, mais l'effort le rend encore plus nerveux. Cette nervosité explose lorsque Milan se retrouve face à un client mécontent après un pot de fleurs brisé. Désireux de réparer sa faute, il ramasse les débris et se blesse. La douleur déclenche une réaction incontrôlée, des jurons fusent, brisant définitivement l'illusion de professionnalisme. Andrea, témoin de la scène, n'hésite pas. Son verdict tombe, sec et sans appel. Milan sera désormais cantonné à des tâches sans contact avec la clientèle. Ce n'est pas une punition humiliante, mais un avertissement clair. Ici, chaque faux pas a des conséquences. Pendant ce temps, au comptoir de Jude, l'atmosphère se veut plus légère, mais la tension n'est jamais loin. Lionel et Juliette arrivent avec l'intention de grignoter, adoptant une nonchalance presque provocante. Juliette commande un matcha latte et des bâtonnets de crudité, Lionel l'imite sans réfléchir. Fleur observe la scène, décontenancée. Elle ne reconnaît plus Lionel, ce garçon qu'elle connaissait si spontané. Cette transformation la trouble, comme si chacun, à sa manière, jouait un rôle pour survivre au chaos ambiant. Joséphine, silencieuse, écoute les conversations sans vraiment y participer. La rupture avec Lou continue de la hanter, et chaque éclat de rire autour d'elle accentue son sentiment d'isolement. Fleur reste à ses côtés, attentive, tentant de compenser par une présence constante ce que les mots ne parviennent plus à réparer. La douleur de Joséphine contraste cruellement avec l'agitation qui règne ailleurs, rappelant que certaines blessures se vivent dans le silence. Anouk, enfin, trouve un moment pour respirer, seule, à l'écart. Mais le répit est de courte durée. Son téléphone vibre, rappel brutal que la tranquillité n'est plus qu'une illusion. Elle n'ose pas regarder l'écran tout de suite, consciente que chaque notification peut désormais contenir une menace. Elle rejoint Lou, et dans leurs regards croisés se lit la même appréhension. Ils comprennent que leur pire cauchemar ne fait que commencer, et que le temps joue contre eux, implacable. Le temps semble s'étirer, lourd et collant, comme si chaque minute cherchait à éprouver davantage les nerfs déjà à vif d'Anouk et de Lou. Ils tentent de reprendre le fil d'une journée normale, mais la normalité s'est dissoute dans une inquiétude diffuse. Les cuisines bruissent d'activité, les voix s'entremêlent, les casseroles s'entrechoquent, pourtant Anouk a l'impression d'évoluer derrière une vitre. Tout lui parvient assourdi, déformé, comme si l'institut lui-même s'était transformé en théâtre d'ombre. Elle surprend des chuchotements, des regards appuyés qui s'éternisent un peu trop longtemps. Rien de concret, rien qu'elle puisse pointer du doigt, mais suffisamment pour nourrir un sentiment de persécution. Chaque sourire devient suspect, chaque plaisanterie anodine se charge d'un sous-entendu imaginaire. Lou tente de la rassurer par de simples gestes, une main posée sur le plan de travail, un regard complice, un mot glissé à voix basse. Pourtant, il sent bien que la peur a déjà gagné du terrain, s'installant là où la confiance régnait encore quelques heures plus tôt. Dans ce climat tendu, la question du casier revient sans cesse. Anouk n'arrive pas à chasser l'image des préservatifs tombant au sol, de ce smiley dessiné avec une désinvolture cruelle. Ce n'est pas seulement une humiliation potentielle, c'est un avertissement. Quelqu'un sait, quelqu'un observe, et surtout, quelqu'un prend plaisir à provoquer cette panique silencieuse. Lou essaie d'envisager toutes les hypothèses, même les plus improbables, mais aucune ne le rassure vraiment. Le piège est trop précis pour être le fruit du hasard. Pendant ce temps, la tension entre Carla et Bérénice continue de se cristalliser.
L'idée de choisir un lieu de vie commun, qui aurait dû être un simple compromis pratique, devient un champ de bataille émotionnel. Carla refuse d'admettre la part de calcul dans ses provocations, préférant se retrancher derrière une façade d'insouciance. Bérénice, elle, voit clair dans ce jeu et s'en offusque. Elle confie à Jim, avec une ironie lasse, les excuses absurdes qu'elle a avancées pour expliquer son comportement nocturne, somnambulisme bruyant, cuisine improvisée en pleine nuit, et même une histoire de punaise de lit rapportée de vacances. En le disant à voix haute, elle réalise l'absurdité de ses propres mensonges. Jim, lucide, comprend que tout le monde triche, chacun à sa manière. Personne ne dit vraiment la vérité, et cette accumulation de faux-semblants crée une atmosphère oppressante où la sincérité devient une denrée rare. Pour Bérénice, la manœuvre de Carla dépasse la simple immaturité. Elle l'aperçoit comme une trahison déguisée, une façon détournée de forcer la main aux adultes sans assumer les conséquences. Cette prise de conscience l'isole un peu plus, la laissant face à un dilemme qu'elle n'avait pas anticipé. À l'hôtel Jourdain, Milan rumine sa sanction. Privé de tout contact avec les clients, il se sent relégué au rang de figurant, invisible et inutile. La décision d'Andrea, bien que justifiée, résonne comme une gifle. Milan se promet de faire mieux, de prouver qu'il peut changer, mais le doute s'installe. Il craint de ne jamais réussir à gommer cette image de garçon maladroit qui le poursuit. Cette frustration silencieuse s'ajoute à la tension générale, rappelant que chacun, à sa façon, lutte contre ses propres démons. De retour à l'institut, Anouk et Lou tentent de se concentrer sur l'essentiel. La carte du double à les plats prennent forme, les saveurs s'équilibrent, et pour un instant, la passion culinaire reprend le dessus. Mais cette parenthèse est fragile. Anouk sent son téléphone vibrer dans sa poche, comme un battement de cœur trop rapide. Elle hésite, puis finit par consulter l'écran. Rien, cette fois, une simple notification sans importance. Pourtant, l'angoisse ne retombe pas. Elle sait que le vrai message n'est qu'une question de temps. Lorsque la journée touche à sa fin, une lassitude profonde s'abat sur elle. Ce n'est pas la fatigue physique, mais un épuisement moral, celui qui naît de la peur constante d'être démasqué, jugé, exposé. Lou partage ce sentiment, même s'il le dissimule mieux. Ils échangent un regard lourd de sens, conscients que leur secret n'en est plus vraiment un. Le silence qui les unit devient paradoxalement plus bruyant que n'importe quelle accusation. Dans cet entre-deux inconfortable, une certitude s'impose lentement. Quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas éternellement faire comme si de rien n'était. Quelqu'un, quelque part, détient déjà une longueur d'avance. Et tandis que la nuit tombe sur l'institut, Anouk et Lou pressentent que l'orage qu'ils redoutent approche à grands pas, prêt à éclater sans prévenir. La fin de journée ne marque pas l'apaisement espéré. Au contraire, l'institut se vide lentement, laissant derrière lui une atmosphère plus lourde encore, comme si le silence amplifiait les pensées qu'Anouk tente désespérément de repousser. Elle traverse les couloirs presque machinalement, consciente de chacun de ses pas, attentive au moindre bruit. Les portes qui se ferment résonnent trop fort, les néons projettent une lumière crue qui accentue la fatigue sur son visage. Elle se sent vulnérable, exposée, et cette sensation ne la quitte plus. Lou la rejoint, essayant de trouver les mots justes. Il lui parle de la carte, de l'accueil d'Anaïs, de ce succès qui devrait les rassurer. Mais Anouk n'écoute qu'à moitié. Son esprit est ailleurs, focalisé sur cette idée obsédante. Quelqu'un a pris le temps de les observer, de filmer, de préparer une mise en scène humiliante. Ce n'est pas un geste impulsif, mais une action réfléchie, presque méthodique. Et cette certitude lui glace le sang. Pendant ce temps, Carla se confie à Zoé. Loin de l'arrogance affichée devant Constance, elle laisse transparaître une forme d'agacement mêlée d'inquiétude. Elle admet ne pas réussir à se mettre d'accord avec Bérénice, tiraillée entre la maison de Tessier et celle de Rose. Zoé, pragmatique, écoute sans juger. Elle analyse la situation avec recul, cherchant une solution qui ne repose ni sur la provocation ni sur le chantage émotionnel. L'idée d'une résidence alternée s'impose peu à peu, simple et efficace. Une semaine chez les uns, une semaine chez les autres. Carla hésite, consciente que cette proposition la prive de son petit jeu, mais elle sent aussi qu'elle n'a plus vraiment le choix. À l'hôtel Jourdain, Milan termine sa journée à l'écart, exécutant des tâches ingrates qui ne nécessitent aucun contact humain. Le contraste est brutal. Là où il cherchait autrefois la reconnaissance des clients, il se retrouve seul, face à ses pensées. Cette mise à l'écart agit comme un miroir impitoyable. Il prend conscience de ses limites, mais aussi de la patience d'Andrea, qui n'a pas renoncé à lui malgré les sanctions. Cette solitude forcée l'oblige à réfléchir, à envisager un changement réel plutôt qu'une simple façade. De retour à l'institut, Anouk tente de se ressaisir.
Elle croise Bianca sans qu'aucune ne prononce un mot. Le silence entre elles est chargé, saturé de reproches non formulés. Anouk sait que la colère de Bianca ne s'est pas dissipée, qu'elle couve toujours sous la surface. Ce conflit latent ajoute une pression supplémentaire, comme si chaque relation autour d'elle devenait une source potentielle de dérapage. Lou, lui, observe cette accumulation de tensions avec une inquiétude croissante. Il sent qu'Anouk s'enferme peu à peu, qu'elle se replie sur elle-même pour se protéger. Il voudrait la convaincre de parler, de demander de l'aide, mais il redoute aussi les conséquences. Car parler, c'est risquer de tout révéler. Et se taire, c'est accepter de vivre sous la menace permanente. Ce dilemme le ronge, le laissant dans un état d'alerte constante. Alors que la nuit tombe, Anouk s'arrête un instant, seule, dans un couloir désert. Elle ferme les yeux, inspire profondément, tente de calmer les battements trop rapides de son cœur. Elle sait que la peur ne disparaîtra pas par magie, qu'elle devra l'affronter tôt ou tard. Mais pour l'instant, elle n'a qu'un désir, tenir encore un peu, jusqu'à ce que la vérité éclate, quelle qu'elle soit. Au même moment, ailleurs dans l'institut, les conversations s'éteignent, les lumières s'éteignent une à une. Le calme apparent masque mal les tempêtes intérieures qui agitent chacun des protagonistes. Tous avancent, porteurs de secrets, de frustration ou de remords. Et dans cette obscurité grandissante, Anouk et Lou pressentent que la nuit ne sera pas synonyme de repos, mais le prélude à une révélation qui pourrait tout bouleverser. La nuit enveloppe l'institut d'un silence trompeur, un de ceux qui ne rassure pas mais amplifie chaque pensée. Anouk reste éveillée, allongée sans trouver le repos, attentive au moindre bruit. Le souvenir du casier, des regards, des sous-entendus, refuse de s'effacer. Elle a la sensation étrange que quelque chose la guette, non pas derrière une porte, mais dans l'attente elle-même. L'angoisse se fait sourde, persistante, comme une marée qui monte sans jamais se retirer. Lou, de son côté, fait défiler les notifications de son téléphone sans vraiment les voir. Il sait que le danger ne se manifestera pas forcément par un nouveau message immédiat, mais par cette incertitude constante qui use les nerfs. Il repense aux mots d'Anouk, à son regret murmuré, à cette tentative maladroite de remettre le temps en arrière. Il aurait voulu lui promettre que tout s'arrangerait, mais il n'ose plus employer de certitude. Trop de choses leur échappent désormais. Le lendemain matin, l'institut se réveille avec une énergie faussement légère. Les sourires sont plus tendus, les échanges plus rapides, comme si chacun pressentait qu'un équilibre fragile menace de rompre. Anouk rejoint les cuisines avec une concentration forcée, s'accrochant à la rigueur de ses gestes. Elle coupe, dresse, goûte, s'imposant une discipline presque militaire pour empêcher ses pensées de dériver vers l'inévitable question. Quand et comment la vérité éclatera-t-elle? Non loin de là, Carla et Bérénice se retrouvent enfin face à face. La proposition de Zoé flotte encore entre elles, simple en apparence mais lourde de ce qu'elle implique. Carla tente de masquer sa frustration derrière un ton détaché, mais Bérénice perçoit la manœuvre. Elle lui reproche son attitude, ce besoin de provoquer plutôt que de dialoguer. Les mots sont mesurés, mais chaque phrase porte une déception profonde. Carla, prise au dépourvu, réalise que son jeu l'a éloignée plus qu'elle ne l'a protégée. À quelques mètres, Joséphine confie à Fleur la fatigue de ce chagrin qui ne la quitte plus. Elle parle peu, mais ses silences en disent long. Fleur l'écoute sans interrompre, consciente que certaines douleurs n'ont pas besoin de conseils, seulement d'une présence fidèle. Joséphine avoue qu'elle se sent invisible, comme si le monde avait continué sans elle. Cette confession résonne étrangement avec ce que vivent Anouk et Lou, chacun enfermé dans une solitude différente mais tout aussi pesante. Lou croise Bianca dans un couloir. Leur échange est bref, presque mécanique, mais chargé d'une tension palpable. Il sent dans son regard une défiance persistante, un ressentiment qui n'a pas trouvé d'exutoire. Cette hostilité larvée le met mal à l'aise, il comprend que le moindre faux pas pourrait être interprété comme une confirmation des soupçons. La peur change subtilement sa manière d'être, le rendant plus rigide, plus prudent. Anouk, elle, commence à envisager l'impensable, parler à quelqu'un. Pas pour tout avouer, mais pour ne plus porter seul ce poids. Pourtant, chaque tentative intérieure se heurte à la même crainte, perdre le contrôle du récit. Elle sait que, dès qu'un secret est partagé, il ne lui appartient plus vraiment. Cette hésitation la paralyse, la laissant dans un entre-deux épuisant où aucune option ne semble réellement sûre. La journée avance, et avec elle cette impression que le temps se resserre. Les regards semblent plus insistants, les murmures plus nombreux, même si rien de concret ne se produit encore. Anouk et Lou échangent des messages discrets, tentant de se rassurer à distance, mais les mots manquent.
Ils sentent tous deux que l'attente est en train de devenir plus douloureuse que la révélation elle-même. Lorsque la soirée approche, une fatigue profonde s'abat sur eux. Ce n'est pas la lassitude d'une journée trop remplie, mais celle d'une vigilance constante, d'une peur qui ne s'accorde aucun répit. Ils ignorent encore que le moment redouté est proche, que le jeu de l'ombre s'apprête à sortir au grand jour. Et dans cette attente insoutenable, une certitude s'impose lentement. Quoi qu'il arrive, plus rien ne sera jamais comme avant. Le moment arrive sans fracas, presque sournois, comme une vague qui ne prévient pas avant de submerger. Anouk est en train de vérifier une dernière fois un dressage lorsque son téléphone vibre, discret mais implacable. Ce simple signal suffit à lui nouer l'estomac. Elle n'ose pas regarder immédiatement, consciente que l'écran peut désormais contenir l'irréversible. Autour d'elle, la cuisine poursuit son balai habituel, indifférente au vertige qui la saisit. Elle finit par consulter le message. Les mots sont courts, froids, dépourvus de toute émotion. « Je sais ce que vous avez fait. » En dessous, une pièce jointe. Anouk sent ses doigts trembler. Elle n'a pas besoin d'ouvrir la vidéo pour comprendre. La certitude la frappe de plein fouet. Quelqu'un a tout vu, tout enregistré. Ce n'est plus une menace abstraite, mais une preuve tangible, prête à être utilisée. Son souffle se bloque, et pendant une seconde, elle a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Lou reçoit le même message presque simultanément. Lorsqu'il l'ouvre, son visage se ferme, comme si une porte venait de claquer à l'intérieur de lui. La vidéo confirme leur pire crainte. Ce qu'ils avaient tenté d'enfouir, de banaliser, est désormais figé dans une image impossible à nier. Le temps semble suspendu. Lou relève la tête et croise le regard d'Anouk. Aucun mot n'est nécessaire. Tout se dit dans ce silence brutal, chargé de panique et d'incompréhension. Il s'isole quelques instants, cherchant un refuge qui n'existe plus vraiment. Anouk parle vite, trop vite, cherchant à comprendre comment cela a pu arriver, qui aurait eu accès à cet instant si intime. Chaque hypothèse la plonge un peu plus dans l'angoisse. Lou, lui, tente de garder un semblant de contrôle, mais il sent la colère monter, mêlée à une peur sourde. L'idée que cette vidéo puisse circuler, atteindre Anaïs, Clotilde, ou pire encore, se répandre parmi les élèves, le terrifie. Dans les cuisines du Doubla, l'atmosphère change imperceptiblement. Rien n'a encore été dit, mais quelque chose se fissure. Anouk a du mal à se concentrer, son regard glisse sur les gestes qu'elle connaît pourtant par cœur. Chaque bruit la fait sursauter. Elle s'imagine déjà les chuchotements, les regards accusateurs, la honte exposée au grand jour. La réussite de la nouvelle carte lui paraît soudain dérisoire face à la menace qui plane. Lou tente de raisonner. Il parle de ne pas céder à la panique, de réfléchir avant d'agir. Mais il sent bien que la situation leur échappe. Ce message n'est pas une simple provocation, c'est une démonstration de pouvoir. Quelqu'un leur rappelle qu'il détient le contrôle, qu'il peut choisir le moment et la manière de les exposer. Cette asymétrie les écrase, les laissant démunis. Pendant ce temps, les rumeurs commencent à se frayer un chemin, diffuses, presque imperceptibles. Un regard échangé, un silence prolongé, une tension inhabituelle suffisent à éveiller les soupçons. Anouk surprend Anaïs qui l'observe un peu plus longtemps que d'habitude. Rien de concret, mais suffisamment pour alimenter sa peur. Elle se demande combien de temps il faudra avant que la vérité ne se transforme en scandale. La journée se poursuit, mais Anouk et Lou la vivent comme des funambules au bord du précipice. Chaque minute est une épreuve. Ils savent désormais que leur cauchemar a pris forme, qu'il ne s'agit plus de l'éviter mais de l'affronter. Reste à savoir comme, et surtout à quel prix. Et tandis que le silence retombe sur l'institut, une question obsédante s'impose à eux. Jusqu'où ira la personne qui a décidé de jouer avec leur vie? La soirée s'étire comme une blessure à vif. Anouk et Lou savent désormais que le secret ne leur appartient plus, et cette certitude change tout. Le silence qu'ils tentaient de préserver devient un poids insoutenable, une matière dense qui envahit chaque recoin de leurs pensées. Anouk se surprend à imaginer la trajectoire de cette vidéo, les mains qui pourraient la recevoir, les regards qui s'y attarderaient. L'humiliation potentielle lui serre la gorge, la rendant presque incapable de respirer. Lou, lui, oscille entre colère et lucidité. Il comprend que céder à la panique serait offrir une victoire facile à celui ou celle qui tire les ficelles. Pourtant, la rage gronde, alimentée par l'injustice de cette mise à nu imposée. Il se demande ce que cherche réellement l'expéditeur du message, la chute professionnelle d'Anouk, leur discrédit commun, ou simplement le plaisir cruel de les voir se débattre. Cette absence de réponse le rend fou. Autour d'eux, l'institut continue de vivre. Les élèves discutent, les professeurs échangent, inconscients du séisme intime qui secoue d'eux des leurs. Mais Anouk a l'impression que le décor se fissure. Chaque sourire semble trop appuyé,
chaque conversation trop proche. Elle se surprend à guetter Anaïs et Clotilde, redoutant l'instant où un regard, une question, trahirait la naissance d'un soupçon. La peur n'est plus seulement celle d'être découverte, mais celle d'être jugée, réduite à un instant volé hors de tout contexte. Dans ce climat étouffant, Anouk et Lou s'accordent un moment à l'écart. Ils parlent enfin, sans détour. Pas pour se justifier, mais pour se préparer. Ils savent que la vidéo existe, qu'elle peut surgir à tout moment. Ils envisagent les conséquences possibles, mesurent les dégâts potentiels. Ce face-à-face, brutal mais nécessaire, renforce paradoxalement leur lien. Ce qu'ils vivent n'est plus seulement une erreur partagée, mais une épreuve commune. Pendant ce temps, ailleurs, les tensions secondaires trouvent leurs propres issues. Zoé parvient à faire entendre raison à Carla et Bérénice, esquissant une solution pragmatique qui apaise temporairement le conflit. Milan, isolé à l'hôtel Jourdain, commence à comprendre que la sanction d'Andrea n'est pas une condamnation définitive, mais une chance de se reprendre. Joséphine, soutenue par Fleur, accepte que la douleur ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais qu'elle peut apprendre à la porter autrement. Ces résolutions contrastent violemment avec l'impasse dans laquelle se trouvent Anouk et Lou. La nuit tombe à nouveau sur l'institut. Anouk range ses affaires avec lenteur, comme si chaque geste pouvait retarder l'inévitable. Son téléphone reste silencieux, et ce silence est presque plus cruel que la menace explicite. Elle sait que l'attente fait partie du jeu, qu'elle est conçue pour épuiser, pour fragiliser. Lou partage cette impression. Le véritable pouvoir de l'inconnu réside dans sa capacité à suspendre le temps. Au moment de se séparer, ils échangent un dernier regard. Rien n'est résolu, rien n'est apaisé. Mais une certitude s'impose. Quoi qu'il arrive, ils devront faire face ensemble. Leur cauchemar ne fait que commencer, et l'ombre de la vidéo plane désormais sur chacun de leurs pas. Dans l'obscurité grandissante, une question demeure, obsédante, prête à éclater au grand jour. Qui a filmé, et jusqu'où ira-t-il pour les détruire ?